Ouais. Activé, voilà. Oui, donc, écoutez, ouais, tout avait commencé, tout avait commencé en tirage au sort, et puis ça s'est terminé en énorme, comment dire, en énorme aventure humaine. Je m'attendais pas, je m'attendais pas à pouvoir, au final, vivre à des moments forts. Enfin, le moment où on a voté, toute la session finale était accessible en ligne, et au moment où on a voté, il y avait une véritable ambiance électrique et de force citoyenne d'avoir pu rendre tout ce travail-là. Toi, c'est un coup de fil, hein. Un jour, tu as reçu un coup de fil, c'est comme ça s'est passé pour Ouais, toi, personnellement. Ouais. un samedi matin, avec mon enfant sur l'épaule, on s'amusait, et puis je reçois ce coup de fil qui ressemblait à une publicité. Et en fait, donc j'ai demandé à ce qu'on me rappelle, et je me suis renseigné, la Convention citoyenne. Ah oui, ouais, mais du coup, je me suis dit, j'espère qu'ils vont me rappeler. Ils m'ont rappelé assez rapidement. Mhm. Alors, donc, ils t'ont rappelé visiblement. Comment ça s'est passé pour la suite? Quels ont été les moyens qui vous ont été donnés, les méthodes de travail que vous avez mis en place? Concrètement, comment vous avez travaillé dans les premiers temps? Hein, principalement, en fait, on était, je le précise, hein, puisque c'est aussi important, on était donc défrayés. On devait prendre des congés sans solde pour les vendredis, par exemple, ou si on travaillait les samedis, dimanches, on demandait. Et puis on était, en fait, du coup défrayés à ce moment-là. Nos déplacements et notre accueil au CESE étaient pris en charge, ce qui nous a permis, au final, d'avoir 7 week-ends de travail dans un lieu où on se sentait extrêmement à l'aise, et ça a permis de développer énormément de discussions, de débats, et d'avoir un cadre de travail agréable. Les premières sessions étaient principalement basées sur la formation, c'est-à-dire qu'en gros, on arrive tous avec nos idées préconçues sur le changement climatique, et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était d'enrichir un certain socle commun, au final, et de prendre de très très violentes informations, comme quoi le climat change de toute façon, qu'on a une mission qui est de réduire de 40% les rejets de gaz à effet de serre sur 10 ans, et dans un esprit de justice sociale qui est aussi une part importante de la problématique. Et on a 10 ans pour le faire, et avec une trajectoire qui est celle des accords de Paris, donc de réduire une empreinte carbone, on va dire, par habitant à 2 tonnes, qui est actuellement 12 tonnes en moyenne. Donc là, c'était vraiment de recevoir ces informations-là. Et puis après, la possibilité, du coup, d'auditionner des experts en fonction des sujets sur lesquels on Mais était. juste, enfin, ce Ouais, mandat, excuse-moi William, mais bien sûr. ce mandat, ça vous a pas paru complètement irréalisable au départ? Ça vous a pas fait peur? Euh, Si, ouais, c'est surtout sur les 30 ans que ça m'a fait énormément peur. J'avoue humblement que, en se disant que les modes de vie avaient à changer, et que les investissements avaient à se rediriger vers d'autres choses que tout ce qui est industrie utilisant les énergies fossiles, et tout ce qui génère du carbone. Et pour le coup, je me suis dit, 30 ans, ça paraît beaucoup comme ça. Moi, j'ai 33 ans, par exemple. Mais au final, ça va très très vite. Et quand on voit l'emballement climatique planétaire actuel, on se dit, mince, ça va encore plus vite. Et on est dans une incertitude complète sur l'arrivée de phénomènes climatiques ultra violents, qui sont les inondations, les sécheresses, tout ce qui est tout ce qui tout ce qu'on peut penser comme catastrophique. Et au final, des choses comme ça arrivent. Comment dire, le moment où on a voté notre rapport sur la Convention citoyenne, c'était le moment où il faisait 38 degrés en Sibérie, là où il est censé en faire 8. C'est absolument
ça nous rattrape, quoi. Mmh. Donc oui, c'est vrai que l'ampleur de la tâche n'était pas… C'est un défi. C'est un défi et un défi qu'on a très très bien pris en compte et qu'il faut maintenant, de manière locale, nationale et internationale, arriver à apporter des solutions. Mmh. Alors tu commences à le dire, vous êtes fait aider par de nombreux experts. Comment ça s'est passé? Qui les choisissait? Vous aviez la possibilité de faire intervenir vos propres experts ou comment ça se passait? Les premiers experts ont été du coup invités par l'organisation de la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, le président a mandaté 3 personnes de constituer une équipe appelée comité de gouvernance. Ces 3 personnes, c'est Thierry Pêche du think tank Terra Nova, Laurence Toubiana qui était en charge de l'organisation des accords de Paris, et puis Julien Blanchet qui est vice-président du CESE et qui était rapporteur général. Et donc, ils ont composé une équipe de talents multidisciplinaires. Il y a notamment, par exemple, Loïc Blondiot, qui est spécialiste de l'organisation du tirage au sort de la démocratie à la Sorbonne, et beaucoup d'autres personnes, Mathilde Himer, et donc ces personnes-là. Et puis, elles ont posé le cadre au fur et à mesure de comment allait être organisée la convention, puisque, évidemment, on n'allait pas laisser 150 personnes discuter dans une salle et pendant 5 ou 6 sessions et pondre un texte de loi. Non, il fallait un petit peu organiser ça. Mmh. Alors, cet aspect et l'intervention des experts est fondamentale parce que j'ai l'impression que vous avez énormément travaillé, énormément appris. Toi, quand tu es arrivé pour ton premier jour à la convention et quand tu es ressorti, j'imagine que tu n'es plus vraiment le même. Ça a changé beaucoup de choses en toi, je le sais, et c'est certainement la même chose pour les 150. Cette notion de formation, information, elle est centrale, elle est presque fondamentale. Alors, à la fois parce que c'est des sujets extrêmement complexes, et puis, donc, la problématique même climatique, mais également la problématique de la démocratie représentative, enfin participative. Pour décider, il faut quand même savoir, enfin, il faut connaître les choses, c'est important. Ben ça, oui, ça fait partie ça fait partie au final du challenge. L'information, elle s'est avérée au final assez clé dans la compréhension du problème climatique, parce qu'on est tous arrivés de profils différents, de régions différentes, de niveaux d'études différents, d'histoires différentes. Et au final, on n'a pas tous le même rapport à la conscience écologique et au climat. Et en fait, on en est arrivé à voter des choses de manière très, très, très consensuelle sur la fin, sachant qu'on est tous différents, avec des sensibilités même politiques très différentes, mais ça ne rentrait pas en ligne de compte. Ce qui fait que sur un échantillon de 150 personnes, de voir que l'information a ce pouvoir-là de rassembler sur ces thématiques-là et du coup très révélatrice de ce qu'il faudrait faire. Pour moi, l'information, pour le coup, c'est une véritable préoccupation personnelle. Je me dis, on est 150, on a été formés là-dessus, mais on est 66 millions et prendre des décisions comme ça, à 66 millions, c'est complexe si on n'a pas le même niveau d'information sur ce sujet-là. Donc, ça pose la question de la suite. J'imagine que cet aspect-là de formation, information-formation, ça s'est traduit dans les 150, dans vos propositions. On y reviendra peut-être, hein, mais oui, peut-être en 2 mots là, sur l'aspect formation. Est-ce que vous avez intégré ça dans vos propositions? Ça avait été annoncé à une époque, et même, je crois, au deuxième Climapéro. Oui, on l'avait. Ouais. Quelqu'un avait pris la parole et nous avait dit, mais vous devriez faire une journée d'appel sur ce sujet. Effectivement, à un moment, il faut qu'on soit tous égaux devant l'information. Elle ne peut pas que être diffuse.
en discutant hier avec des amis, on s'était dit mais comment faire pour que l'information passe. C'est tout un système difficile d'éducation et de sensibilisation. Il y a des choses qui sont faites dans le sens de l'information, de la formation des métiers, également le fait de diffuser ce savoir-là par nos enfants qui, par capillarité, font remonter un petit peu la conscience climatique à leurs parents et ainsi de suite. Mais pour moi, il manque quand même cette histoire-là d'être vraiment égaux face à cette information, de se poser une journée sur le sujet et d'y penser. Peut-être que c'est quelque chose que de manière locale, on pourrait faire, une convocation, je ne sais pas. Nationalement parlant, on n'a pas trouvé de solution à ce sujet. Et pour moi, elle n'est pas uniquement de la responsabilité des enfants à être formés sur le climat. Je pense qu'on doit tous savoir ça. Donc, ça pourra passer par les médias traditionnels, ça pourra passer par une des mesures qu'on a faites qui est le carbon score, qui est la prise en compte au final de la production de CO2 sur chaque produit et de manière transversale, que ce soit un paquet de biscuits ou une voiture, on sait de manière assez à identifier. Et puis aussi une partie qui rentre en interaction avec une mesure sur l'interdiction des publicités quand le carbon score est élevé. Donc, Mais vous n'avez pas souhaité mettre l'éducation nationale dans la boucle Si, pardon, oui, ça en fait partie, bien sûr. Mais bien sûr, ça fait une mesure qui en fait, relaie ça. Je crois que dans les collèges, lycées, sur les professeurs de sciences et vie de la Terre, SVT, et bien sûr, une sensibilisation dans les écoles primaires et écoles maternelles. Également aussi, par rapport à l'alimentation, d'enlever énormément tout ce qui est plastique et également inciter au circuit court, notamment pour la restauration collective. Ça, c'est important. À partir de quel moment vous avez commencé à réfléchir aux propositions et à quitter justement cet aspect un peu pédago, formation, culture personnelle, enrichissement fort, et puis vous êtes mis à commencer dans une logique de proposition? La première partie. Disons que, comme j'expliquais, donc il y avait des gens qui étaient mandatés pour venir intervenir, et on a eu sur une même table Anne Bringot qui fait partie du réseau Action Climat, et également le président, il s'appelait Romanet, président directeur général des aéroports de Paris, et du coup d'avoir cette opinion-là de contradiction. Et après aussi, on a pu demander, on a pu faire une liste de personnes qu'on souhaitait voir par groupe. Parce qu'il y a aussi toute une partie dont on n'en a pas parlé, mais les groupes thématiques, on a tiré au sort nos groupes thématiques. Ces groupes thématiques représentent au final un secteur, un domaine qui a été identifié comme rejetant beaucoup de carbone, qui sont tout ce qui est construction, en premier lieu le transport, la construction, l'alimentation, la production et le travail et la consommation. Donc il y avait ces éléments-là qui étaient pris en ligne de compte, et que du coup chaque groupe a pu faire la liste qui voulait interroger. Et pour nous, donc moi j'étais dans le groupe Se Loger, qui avait à cœur de traiter les questions d'habitat et de tout ce qui est rénovation et tout, de réfléchir. Et donc, pour nous, pour notre part, on a demandé à des artisans, des archis, des urbas, des élus de petites villes. On avait demandé à un élu de grande ville, on n'a pas eu. On aurait aimé avoir cette double vision du petit et du grand. En même temps, ça nous a permis d'enrichir à chaque fois nos mesures. Au fur et à mesure, on sentait qu'il manquait des informations. Alors, dans les premières sessions, on demandait des experts, et pas forcément toujours dans
allant dans le sens des experts écologistes et tout ça, vraiment d'avoir le point de vue de tout le monde. Mhm. J'en profite pour faire un appel là. Si vous avez des questions à ce stade, hein, alors peut-être sur la partie fonctionnement de la convention, n'hésitez pas, hein, soit vous levez la main, je crois que vous pouvez lever la main, ou, euh, ou envoyer un petit texto et on vous donne la parole. Peut-être sur cette partie-là. S'il n'y a pas de questions, on poursuit parce que arrivé à un moment, j'imagine que la question s'est posée, il faut traduire, enfin, il faut proposer des choses. Comment vous franchissez le cap? Pour proposer, en fait, il y a eu d'abord la formulation d'objectifs. Hein, Hmm. qu'est-ce qu'on souhaitait, vers où on souhaitait aller. Et donc là, une dizaine de domaines qui sont, pour le groupe Se Loger, qui étaient sur la rénovation globale, le fait d'utiliser des énergies pour se chauffer. Il y avait la question de l'étalement urbain, hein, il y avait la question des matériaux biosourcés, il y avait la formation des entreprises dans le bâtiment. Il y avait énormément de thèmes comme ça. Et ces objectifs-là ont un jour été soumis à un vote de popularité, on va dire, et puis ont permis de classer un petit peu vers où on voulait aller, quoi. Tous les groupes avaient une manière différente un peu de travailler, ce qui fait que nous, le groupe Se Loger, on avait trois grandes ambitions. Justement, d'offrir la rénovation, de se doter en tant que pays de la rénovation globale, mais sur tous les bâtiments dans un but de consommer moins d'énergie fossile pour se chauffer. Mhm. La deuxième, c'était d'avoir une vraie politique de sanctions envers de chauffer l'espace public pour rien. On avait en ligne de mire les terrasses chauffées, les portes des centres commerciaux qui sont ouverts alors que c'est climatisé à l'intérieur, tous ces éléments-là. Et puis aussi un énorme point qui est sur la lutte contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain, auquel j'ai beaucoup pris part personnellement. C'est un sujet qui me touche énormément et que pour le coup, on a développé ces trois familles-là. Pour d'autres groupes, c'était les questions de l'alimentation, avec ce que j'expliquais tout à l'heure, le bio, les circuits courts, de réformer la manière dont on fait la formation agricole, pour ce qui est des transports, celui d'accès énormément, un retour au rail. Mhm. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi limiter les effets néfastes du transport aérien. Il y a changer un petit peu de la façon d'utiliser la voiture individuelle aussi, et puis proposer de nouvelles alternatives, en fait. Mhm. Sur ce thème. Alors, on ne l'a peut-être pas dit dans les présentations, mais de formation, hein, ton métier, c'est architecte urbaniste. Et finalement le hasard qui a fait que encore le tirage au sort, hein, qui a fait que tu t'es retrouvé dans le groupe Se Loger, parce que ce n'était pas forcément ta compétence d'architecte urbaniste qui t'a placé là, il faut le rappeler peut-être. Hein. Non, non, ouais, c'était loto et super loto pour le coup. C'est comme je le dis souvent, mais autrement, non, non, on a tiré au sort donc ce thème. Moi, ce qui est assez marrant, c'est que chacun n'était pas forcément très satisfait du groupe dans lequel il se trouvait. Moi, j'avais beaucoup d'idées sur les déplacements et beaucoup de choses. Et puis au final, oui, ça touchait énormément à ma formation initiale, le fait de se trouver dans ce loger. Donc, assez, euh, assez naturellement, dans le groupe, on me faisait confiance pour vérifier ce qui était dit était correct et concret. Mhm. Et assez souvent, même préciser les choses un petit peu. Mais c'était l'idée d'avoir, par ce tirage au sort de groupe, l'idée de monsieur et madame tout le monde qui ont des réflexions sur un thème. Voilà, donc des agriculteurs se sont retrouvés dans un thème, se déplacer. Et des enseignants dans le groupe produire. Enfin,
consommer, voilà, enfin des choses comme ça, des brassages un petit peu de thèmes. Et moi, j'ai pris pleinement confiance là-dessus un jour où on pouvait changer de salle pour aller écouter ce qui se faisait un petit peu ailleurs. Et du coup, je me suis précipité sur le groupe Se Déplacer puisque je voulais Ouais, bien absolument sûr. participer et de me dire que moi, j'avais une conscience personnelle que l'échelle de la mobilité devait se trouver améliorée à l'échelle du piéton, principalement le fait que celui qui se Mm. déplace entre les moyens de transport ne soit pas le dernier servi sur les routes, dans les rues et tout ça. Et en fait, c'était déjà là. Honnêtement, c'était déjà écrit sur leur paperboard. Il n'y avait absolument rien à faire. J'ai fait, bon, allez, on fait confiance à ça et puis on se concentre à notre travail sur notre... Mm. Est-ce que toi, tu t'es senti, en tant qu'architecte urbaniste, au sein du groupe Se Loger, est-ce que tu t'es senti expert ou citoyen? Davantage expert ou citoyen? Parce que finalement, tu étais les deux. Tu étais aussi un expert au sein de ce groupe. Euh, J'aurais eu une position d'expert complète. Les textes auraient été différents, je pense, parce qu'il y a des choses que... Mais en fait, j'ai quand même accepté d'être le citoyen, pour le coup, qui parle. Même si à quelques endroits, j'ai pointé des micro-attentions, notamment sur l'artificialisation des sols, où le principe était de ne pas étendre les villes pour allonger les distances domicile-travail ou même de protéger le sol agricole qui pour moi est un bien commun. Et pour le coup, juste ces petites attentions-là. Et puis après aussi, ben, tout naturellement, les gens voulaient que je présente les choses sous l'angle de l'expert archi et pour donner plus de force à la parole. Et donc, j'ai accepté ces rôles à chaque fois là quand on me les donnait. Mais en toute honnêteté, c'était le citoyen qui avait envie que les modes de vie changent sur tous les domaines et c'était très très bien les brassages qui se retrouvaient assez régulièrement de présentation des thèmes, de voir où on en est, puisqu'on ne travaillait pas à huis clos dans une groupe thématique. Mhm. Alors, on a une question de Caroline Oui, qui voudrait savoir si vous avez mesuré l'impact carbone de l'ensemble de vos propositions. Peut-être on peut lui donner la parole, ouais, bien Mélissande, sûr. Caroline. voilà, Caroline. Oui, oui, bonjour. Voilà. C'est vrai que ce qui me préoccupe, c'est de savoir si vous avez pu agréger en fait l'ensemble des propositions et vérifier en fait que l'ensemble permette bien d'atteindre l'objectif visé, qui est effectivement la réduction de 30%. Voilà. Parce qu'il Ah, y a beaucoup de choses. Ma préoccupation, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées et qui vont dans le bon sens, dont certaines d'ailleurs étaient déjà connues, enfin en tout cas étaient au moins dans les tuyaux ou proposées. Mais j'ai l'impression qu'on ne mesure pas forcément si tel ou tel concourt à atteindre l'objectif. Et c'est ça qu'il faut maintenant réussir à démontrer. Et si oui, j'aimerais savoir quels ont été les apports méthodologiques, les outils utilisés pour ça. C'est une Voilà. question. C'est une question très intéressante et c'est même une question que les 650 citoyens se posent puisque l'évaluation, et là je vais être assez honnête avec vous sur cette histoire-là, l'évaluation qui a été faite par un groupe d'experts assez doué, je dois dire, mais nous ont évalué nos impacts par des étoiles. Et ce que je ne trouve pas du tout suffisant dans la mesure où on pose une problématique précise de 40%. Ah oui. Mais je vous explique pourquoi cette histoire de 40%. 40%, c'est un point d'étape sur la courbe qui nous amène à l'accord de Paris, in fine. Et au final, de mettre en place des chantiers aussi importants que ça, ces 40%-là se trouvent sur la route. En 2030, il faut qu'on ait réduit de 40% par rapport à une date qui est 1990. Nos émissions de gaz à effet de serre. Je suis assez friand du réseau social Twitter et j'ai vu le philosophe Dominique Bourg dire qu'ils avaient évalué à moins 20% l'ensemble des mesures, seulement ne donnant aucune date de référence et aussi aucune méthodologie là-dessus.
Moi, c'est quelque chose que j'ai refait monter très souvent, qu'on ne pouvait pas forcément évaluer avec des étoiles, ces éléments-là, mais il y a des, comment dire, au sein des groupes, il y a des chantiers qui sont extrêmement impactants. Et au dire de ces experts du groupe d'appui. Après aussi, les experts comment dire, ont été beaucoup plus précis quant au chiffrage de ce qu'allaient coûter ces mesures à mettre en place. Et un chiffre est sorti de l'institut qui s'appelle I4CE, qui regroupe par exemple Quentin Perrier, spécialiste dans ce domaine, Benoît Leguet. En fait, ils ont chiffré à 6 milliards d'euros d'investissement de l'État par an. 6 milliards d'euros, pour vous donner un ordre d'idée, je faisais la comparaison cet après-midi. La défense, sécurité externe et intérieure représente 66 milliards d'euros. Le budget actuel de l'écologie, c'est 13 milliards. Donc ça permet de situer un petit peu ce qu'aurait à dépenser l'État français pour assurer toutes les mesures. Et là, je parle vraiment de toutes les mesures ensemble. La rénovation globale incluse, les aides à tous. Donc ça contribuera à faire réduire les gaz à effet de serre sur une certaine proportion. Et moi, je pense assez fort au vu de la force de proposition. Le chiffre précis, on ne nous l'a pas donné. Et ça, je le déplore. Malgré tout, Caroline, vous souhaitiez peut-être rebondir ou... Non, non, c'était une de mes préoccupations, puisque là, je trouve que ce qui était, il y a une trajectoire, effectivement, vous l'avez rappelé, bas carbone, de neutralité carbone 2050, avec un point d'étape, effectivement, en 2030. Et moi, je trouve que ça manque énormément pour donner un repère, parce qu'après, en fait, par exemple, quand on voit comment ça s'est enflammé sur le 110 km/h sur l'autoroute. Ça, je peux vous le donner, ça, pour le coup. Voilà, et on a besoin, je pense que les gens ont besoin de points de repère. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Ça, je peux vous donner un point de repère. Si. Qu'est-ce qui compte vraiment? Et je pense que là, si on ne va pas vers le chiffrage, et si on ne le démontre pas, ça va être, je trouve, compliqué. Voilà. Ça pouvait être par mesure. Globalement, mais... Alors, les étoiles, c'était peut-être pour que ce soit accessible. Je voulais savoir, vous pouvez nous dire quels étaient les experts qui vous ont aidé là-dessus? Je fasse une petite recherche. C'est des cabinets connus Je fais une petite recherche en attendant. Ce que je peux dire, par exemple, sur les 110 km/h, puisque c'est le débat, vous n'y avez pas échappé, sur la Convention citoyenne, les 110 km/h sur l'autoroute, quelque chose que moi, je vous avoue, personnellement, j'avais voté contre pour cette idée-là, justement, que ça n'allait pas faire du tout consensus au niveau sociétal, mais qu'au fur et à mesure, en entendant les arguments pour ce genre de mesures, ça m'a convaincu après coup. Je peux vous donner un ordre de grandeur. En fait, sur un trajet d'1 heure, on perd l'équivalent de 6 minutes. Mais par contre, par trajet, les rejets de CO2, on en enlève 20%. Ce qui a un impact significatif, sachant que le domaine du transport et la voiture individuelle se taille la part du lion, pour le coup. Et que du coup, voilà, ce qui en ressort, c'est que en levant le pied sur l'autoroute, on peut faire ça. Il y a d'autres exemples. Il y a des pays, on les cite toujours, les Néerlandais ou d'autres qui sont passés très très récemment à 100 km/h. Il y a un pays aussi très écologiste, les États-Unis, qui sur les grandes routes et autoroutes sont limités à 113 km/h. Pour donner un ordre de grandeur, je pense que cette question-là, si on ne la pose pas à un moment donné de réduire dans ce secteur-là les gaz à effet de serre, on se retrouve dans une position de retard, je pense. Et donc, pour la composition du groupe d'appui, des personnes, par exemple, membres du Haut Conseil pour le climat, comme Benoît Leguet, étaient présentes dedans. Il y avait des personnes aussi, par exemple, Bérangère Mesqui, directrice du département développement durable à France Stratégie. Le chef de projet qui avait évalué
qui a évalué, par exemple, le coût que pourrait coûter à l'État. Quentin Perrier, donc chef de projet à l'Institut de l'économie et pour le climat. Des personnes comme Julien Biot, chargé de mission 4 d'énergie-climat au ministère de la Transition écologique et solidaire. Sébastien Treyer, directeur général d'Institut de développement durable et des relations internationales. Solange Martin, sociologue à l'Agence de l'environnement. Toutes ces personnes-là nous ont aidés au final à formuler les propos qui peuvent paraître un petit peu naïfs des mesures, mais qui ont derrière appuyé au fur et à mesure nos questions, nous ont répondu avec une précision et comment dire, tout en étant abordable, parce que c'était aussi la question de comprendre où est-ce qu'on allait. Donc voilà, toute cette question-là du groupe d'appui, il y a le site de la convention, donc c'est convention-citoyenne pour le climat.fr, et cette liste d'experts est accessible à cet endroit-là. Très bonne question en tout cas. Merci Caroline. Et peut-être pour compléter sur l'autre aspect qui est le financement et l'évaluation du financement, peut-être dire, William, 2 mots sur ce que vous avez proposé quelques pistes, mais vous n'êtes pas allé là aussi sur un chiffrage complet de l'ensemble de ces mesures. Le 110 km/h, ça va, c'est gratuit, enfin ça ne coûte rien, mais pas toutes. Et donc, vous n'êtes pas vous avez un peu botté en touche sur la question du financement quelque part, mais malgré tout, vous avez adopté une synthèse avec 78 pistes, je crois. Peut-être dire 2 mots là-dessus. Et 70 Oui, pistes, est-ce que tu peux préciser? En fait, on a 149 mesures, mais 70 pistes, ça me dit. Une synthèse sur le financement avec 78 pistes allant de l'impôt sur le modèle, un impôt écologique sur la fortune, sur le modèle de l'ISF, des choses comme ça. Alors, ça, c'est donc comment dire, des ateliers qui ont été organisés pour en fait faire des propositions à l'État français où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'argent. C'est absolument on ne prenait pas la place de l'État français pour la manière dont ils pouvaient faire, mais disons que l'idée citoyenne de penser à droite à gauche où est-ce qu'ils pouvaient trouver, et ça aussi bien sûr évaluer en termes de coûts et de prélèvement comment on pouvait faire des choses. Donc mais il n'y a pas eu de vote de votre part des 150 sur… Non, 70 propositions, non, c'est du travail, une longue liste. Par contre, on est d'accord là-dessus, c'est pas une liste pour mettre des choses farfelues, c'est des choses qui ont été solidement vérifiées, et si elles sont mises dans la liste, c'est que le groupe d'appui a acquiescé que ça allait être possible pour l'État français d'utiliser ça. Bon, alors, mesure de l'impact carbone de vos propositions, on l'a vu. Financement, on vient de voir. On va aborder un autre sujet qui fâche avec Gilles, qui nous a envoyé un petit mot. Gilles, vous voulez prendre la parole? Oui, bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonsoir à tous. Alors, nous le savons, le projet de taxe carbone a été un des éléments déclencheurs du mouvement des Gilets jaunes. Cet outil de la taxe carbone est un concept ancien qui date d'une vingtaine d'années et qui est un concept à l'origine développé par les écologistes. Est-ce que vous avez discuté au cours de la convention de cet outil taxe carbone? Est-ce qu'il y a eu une analyse de fait sur les raisons de son rejet? Et que pensez-vous de la pertinence de cet outil taxe carbone? C'est une question qui revient très souvent et c'est normal de pouvoir y apporter une réponse. La taxe carbone à la Convention citoyenne a fait quelques fois son aller, son retour. En fait, est toujours provoqué de vifs débats au sein de la Convention. Vous l'avez évoqué aussi au départ, donc la situation de blocage avec les Gilets jaunes a été une raison de ne pas implémenter ce système-là, mais aussi la crise
ce blocage aussi a généré un petit peu des discussions. Les gilets citoyens sont rentrés en contact avec Cyril Dion, qui est allé voir le président et qui a enclenché le processus de la Convention citoyenne. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut repenser, c'est-à-dire on associe très souvent à Macron le fait d'avoir initié cette Convention citoyenne, donc ça vient quand même au départ des citoyens de faire remonter ça et ça redescendra vers les citoyens. L'outil taxe carbone a fait beaucoup polémique à la Convention parce que notre mission, c'est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Justice sociale a pris une partie prenante de chaque débat. C'est-à-dire qu'il était nécessaire pour nous de vérifier que ce que l'on proposait mettait personne dans une impasse. La taxe carbone, telle qu'elle avait été voulue, mettait les gens dans l'impasse. Et pour nous, et moi à titre personnel, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Et cette taxe carbone n'a pas, a été expliquée par de nombreux experts, nous expliquer le pourquoi du comment, mais il reste quand même cette équation-là de penser que les gens dépendent de leur voiture et du jour au lendemain, on surtaxe ces gens, sachant qu'ils en ont besoin pour aller pour aller travailler et on met des personnes dans l'impasse. Donc pour nous, la taxe carbone n'avait pas sa place à la Convention citoyenne et n'a pas pris sa place dans les mesures. Voilà. Donc vous êtes prononcé malgré tout pour un moratoire pendant 5 ans sur l'évolution de la taxe. Il y avait une partie de ça, effectivement. Le truc est que, en fait, si une taxe carbone est à poser sur la table, il faut qu'il y ait eu des changements qui soient faits au départ. C'est-à-dire qu'en gros, on amène les gens vers acheter des voitures qui n'ont pas forcément une dépendance à l'essence ou tout ça. Et donc, il y a une mutation qui est à faire sur le long terme. Du jour au lendemain, vous ne pouvez pas dire que la voiture que vous avez achetée hier, elle va vous ruiner. Ça, je pense que c'est prendre les gens au piège. Prendre les gens au piège avec des publicités à droite à gauche disant oui, c'est vertueux, etc. Donc non. Et il faudra bien longtemps avant qu'une taxe carbone ait lieu en France. Et si elle a lieu en France, il faudra s'assurer qu'elle ne met personne dans l'impasse. Ça, c'est les enseignements de la Convention citoyenne. Et c'était bien de rappeler cette histoire de justice sociale pour le coup aux personnes qui voulaient la taxe carbone. Voilà. Gilles, vous souhaitiez rebondir ou réagir? Alors, non, c'est la réponse de M. Aucan est claire. Bien que moi, à titre personnel, je pense que c'est un outil vertueux et je pense que ce serait un outil très, très efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour inciter les automobilistes à changer de véhicule, de motorisation, de type de motorisation. Le changement de véhicule et de motorisation, il va être, c'est l'une des mesures, c'est de transformer tout le parc automobile vers quelque chose de moins carboné. Voilà. Sachant quand même, aussi, là, c'est mon point de vue personnel sur la situation, c'est que de racheter des voitures, de refaire, c'est quand même un poids de faire une voiture en termes d'émissions carbone. Et après, s'il y a possibilité de remplacer un moyen par un autre, on peut le faire. Mais s'il y a une possibilité, disons, dans l'aménagement du territoire, par exemple, de faire des choses de manière à ce que les distances domicile-travail soient réduites ou alors des efforts d'organisation dans le covoiturage, des choses comme ça qui font qu'effectivement, on change un petit peu la façon dont on a un rapport à la voiture. C'est une chose, mais ça prend du temps. Du jour au lendemain, on n'acquiert pas une culture sur ce mode de déplacement-là. Donc, c'est des choses que nous, on a anticipées. Et je pense qu'elles sont assez justes, socialement parlant, de pouvoir donner aux gens, à partir du moment où ils en ont envie, de pouvoir acheter un véhicule plus propre, ce qu'ils appellent dans une de nos mesures. Dans l'ensemble, les propositions ont fait consensus globalement. Vous les avez votées à de très larges majorités. Quelles sont celles qui ont reçu une moins large majorité? Alors, ou qui ont été éventuellement
rejetés. Alors, on parle là du coup donc, sur les 150 mesures, pardon, une a été rejetée, donc celle des 28 heures par semaine, qui là aussi, je vais être assez franc avec vous, j'avais voté contre parce que je trouve que ce n'est pas du tout le moment, à l'aube d'une crise financière, d'invoquer ce genre de débat. Et puis, c'est surtout pas aussi au climat de prendre cette responsabilité-là de réformer le travail. Je comprends les finalités de la réduction du temps de travail qui permettrait d'ouvrir beaucoup de possibles, mais je pense que c'est pas le moment. Et je pense, moi, c'est quelque chose que j'ai déposé, ce qu'on appelait des opinions minoritaires. Je pense qu'il est plus intéressant d'avoir un débat du type convention citoyenne sur le travail et les retraites, par exemple, dans le futur, que de mettre ça sur le dos du climat. Donc, pour moi, j'avais voté contre ça. Et donc, la question des 110 km/h sur l'autoroute aussi, adoptée à 65%, si je ne me trompe pas, mais tout le reste a été adopté à 90% et plus. Voilà. Les choses faisaient débat. Bien sûr, il y a la rénovation globale, sujet très technique à comprendre, et puis l'idée que ça touche beaucoup au budget des ménages a fait son chemin. Et disons que voilà, le caractère obligatoire aussi sur cette question, oui. Et a dû poser question, j'imagine. Oui, le caractère obligatoire, c'est quelque chose que les citoyens qui l'ont proposé, dont je fais partie, qui ont pris ce parti-là de dire que voilà, sur 20 ans, on allait faire les choses par étapes, mais qu'il va falloir qu'un jour, en 2040, on soit tous les bâtiments en France soient rénovés. Et comme j'expliquais tout à l'heure, budgétairement parlant, on a pris en compte moyenne des ménages et tout ça, et les aides peuvent être attribuées pour les foyers les plus modestes. Et ça va effectivement demander un investissement personnel pour d'autres foyers. Mais ce que je peux vous dire, et de toute façon, ce débat, on l'aura nationalement, parce que je pense que l'exécutif veut lancer ce chantier-là assez rapidement. Il est de rénover globalement. On nous avait expliqué que juste rénover sa fenêtre une année, rénover son toit une autre année, rénover autre chose, en fait, ça ne fonctionnait pas. Il y avait quand même des déperditions de chaleur et vous n'aviez aucune visibilité sur vos économies d'énergie. Une rénovation globale, dans un temps donné, dans un laps de temps fait, avec une rénovation aussi du système de chauffe. On parle aussi d'évacuer tout ce qui est chauffage au fioul. Pour le coup, a ses vertus, et il y a un retour sur investissement qui se fait au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que la facture chauffage baisse significativement par rapport à celle où vous aviez un bâtiment dit passoire thermique. Et en fait, au fur et à mesure, l'investissement fort que vous avez fait au départ, il se rentabilise, et après, vous avez une facture de chauffage qui est baissée, un bâtiment qui est énergétiquement positif. Donc, sur le long terme, il y a tout à y gagner. Et nous, par la formation qu'on a reçue, on y croit à fond. Une intervention d'Isabelle. On va revenir sur la taxe carbone. Ce n'est pas surprenant parce que, encore une fois, c'est des sujets qui posent énormément de questions. Donc, Isabelle, si vous voulez prendre le micro, ouvrir votre micro et prendre la parole. Oui, en fait, la taxe carbone, pour moi, mais c'est pas très clair, il me semblait que ça s'appliquait aux véhicules légers, les particuliers, à la pompe, et non pas aux carburants dédiés aux poids lourds, ni au kérosène. Et dans ce sens-là, est-ce que ça a été envisagé que ces transports quand même polluants soient impactés par un type d'impôt, ou est-ce qu'on continue à imaginer que ces carburants restent très accessibles, même si le fait d'augmenter les taxes, ça impacte aussi sur les consommateurs. En fait, toute mesure impacte sur les consommateurs. Donc, évidemment, l'aide de l'État peut réduire cet impact sur les ménages, surtout actuellement. Les ménages sont pas... Donc voilà, c'est ma question, c'est de savoir si la taxe carbone, si mon information était bonne, qu'elle s'appliquait qu'aux véhicules légers et non pas aux carburants poids lourds et au kérosène. Ouais, c'est quelque chose. Alors,
suis pas un expert particulièrement de la taxe carbone, et puis surtout que les débats ont assez coupé court à l'explication en détail de ça. Mais ce que je peux vous dire, quand on parle donc de kérosène, on parle d'aviation. J'imagine qu'il n'y a pas d'autres applications, non? Si. Bah, si, le gazole non routier, par exemple. Oui. D'accord. Pour ce qui est de cet effet-là, en fait, on a pris le parti donc, de limiter les effets néfastes du transport aérien en taxant ce kérosène-là et en taxant également les titres de transport. Ça, c'est une chose. Et puis, pour ce qui est des poids lourds, on a aussi opté pour une stratégie finalement de réduire et d'optimiser le transport routier. En fait, en reportant vers le transport fluvial ou ferroviaire quand c'était possible. Effectivement, la taxe en l'état impliquait aussi ça ne fonctionnait pas sur le poids lourd. Mais disons d'avoir proposé aussi de façon stratégique d'autres éléments, sachant que le rail aussi, d'un point de vue fret et d'un point de vue transport individuel, il y a une énorme question à régler et un énorme investissement. Et nous, on a quand même assez fléché ça. Peut-être pour compléter… Je suis désolé Isabelle de ne pas pouvoir répondre en détail sur ça, mais on peut tous se renseigner là-dessus après le clip apéro et la prochaine fois je serai au point. Non, mais c'est vrai que le report sur le routier et sur le fluvial paraît intéressant parce que quand on voit à Nantes que tout le transport routier ferroviaire a disparu, voilà, c'est un axe peut-être plus fort que juste les taxes, quoi. C'est moins coercitif. Bien sûr. Sur ce sujet, peut-être pour compléter, parce que c'est la même idée, il existe un type de gazole, on appelle le GNR, le gazole non routier, qui sert pour les engins de chantier, pour les agriculteurs également. Et c'est des engins qui sont en gros très, très, très consommateurs. Hein, et donc, il y a une taxation spécifique, c'était beaucoup moins taxé, ce type de gasoil. En cours d'année, récemment, il y a quelques mois, le gouvernement a décidé de le taxer assez fortement, ce gazole non routier, ce qui a provoqué effectivement la colère de tous les professionnels concernés. Et il est intéressant de voir que là, du fait de la crise, le gouvernement est revenu en arrière et a finalement décidé de détendre un peu cette taxation pour soulager les entreprises les entreprises notamment de travaux publics ou de bâtiments qui bénéficiaient de cette réduction et pour les aider un peu à respirer parce qu'elles souffrent en ce moment comme toute l'économie. Et c'est intéressant, je trouve, c'est un petit exemple à partir de votre question, mais qui en dit long sur la complexité. C'est vraiment des curseurs très fins à actionner parce qu'on sait très bien que si on taxe, on sait que ce type de gasoil est polluant, si on le taxe, ce que le gouvernement a essayé de faire, ça semble plutôt vertueux d'un point de vue écologique, mais économiquement, ça va poser problème, quoi. Et du coup, ça m'amène peut-être à poser une question à William concernant la crise sanitaire qu'on a tous vécue et la crise économique qui est en train de suivre. En fait, j'ai deux questions. Comment cet événement a influé sur votre travail concrètement? Comment vous avez pu vous réunir? Vous avez continué à travailler visiblement? Comment vous avez pu le faire? Et puis, deuxième question, est-ce que cet événement a influé sur vos propositions? Alors, effectivement, on a tous vécu finalement le confinement de manière à ce que c'était impossible pour nous de nous réunir. On a fait une session 6 où on commençait déjà à parler du coronavirus et que des personnes avaient émis avaient émis les réserves de venir au CESE pour venir en présentiel faire le travail à la convention. Donc, il y a eu cette session 6, des gens dans le CESE et puis des gens en ligne via Zoom, là, comme on est en train de le faire actuellement.
Et en fait, à partir du moment où le confinement avait été instauré, nous, on voyait que la Convention citoyenne, elle est presque pliée bagage, quoi, puisque tous, autant qu'on est, une incertitude grande sur l'avenir. En fait, cette histoire de penser que tout le monde extérieur est devenu complètement toxique, il est impossible de sortir, qu'il est impossible de se voir et de rencontrer pour échanger. Donc, les citoyens, on était très, 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 très affectés par ça. Et puis l'organisation, les citoyens ont mis beaucoup la pression à l'organisation pour qu'il se passe quelque chose. Il fallait qu'il se passe quelque chose. En fait, il y avait une question, il y avait une question que le président était en train de réfléchir à un plan de sortie de crise, à un plan de relance, et que pour le coup, il y avait aussi la possibilité qu'au moment où nous, on pouvait se réunir, on pensait même se réunir en septembre, on pensait que le confinement allait durer encore plus longtemps, et se dire qu'au moment de rendre nos conclusions, l'exécutif aurait déjà pris des décisions et qu'elle viendrait peut-être les contredire, et dans ce cas-là, ne pas pouvoir avoir une réalité concrète. Donc, en urgence, au mois d'avril, on a donc eu la possibilité d'organiser une session qu'on appelait 6.5 qui nous permettait de choisir dans nos mesures ce qu'on souhaitait transmettre immédiatement à l'exécutif avant de rendre, pour leur permettre de prendre en compte la question climatique dans ce qu'ils pourraient proposer aux Français comme plan. Donc, on a fait une sélection de 50 mesures sur les 150 et on leur a transmis. Et bien sûr, en fait, on a eu quelques clins d'œil sur la sobriété carbone au moment de l'élection présidentielle, mais le président, et ça je peux le comprendre, souhaitait pas rendre son avis public sur les premières mesures qui lui avaient été envoyées, mais par l'action du gouvernement, on a senti que le message avait été passé quand il y avait des visites dans les secteurs de l'automobile, quand il y avait des choses faites de penser sur l'après, sur le fait de pouvoir se nourrir les produits locaux au moment du confinement, d'organiser ça, comment on appelle ça, les pistes cyclables aussi, tout ce genre de choses. Non pas quelle nécessité, en fait, nous c'est des mesures qui nous importent, c'est pas le fait que ce soit estampillé Convention citoyenne, on s'en fiche. Là, ce qui nous intéressait, c'était la l'action du gouvernement soit pas du tout en contradiction avec les conclusions de la Convention citoyenne quand elles allaient être rendues. Donc voilà, il s'est passé ça. On a voté, on a transmis, on a aussi fait ça. Et puis, une autre session un petit peu après, au moment où on savait qu'on allait pouvoir être déconfiné, que ça allait reprendre le moment de la vie normale, où on a commencé à voter ce qu'on a appelé les amendements, c'est-à-dire des précisions sur nos mesures. Parce qu'au bout d'un moment, le texte était figé, puisque moi, je le sais assez bien qu'un projet en architecture ou un projet d'écriture ou n'importe quel projet, en fait, on pourrait continuer à travailler sans s'arrêter. Il gagnerait en précision à chaque fois. Et du coup, on les a arrêtés. Ça, on les a transmis à un comité logistique. Et je pense aussi que même ces 2 mois de confinement ont permis aussi de préciser énormément nos mesures. Ce qu'on vous a rendu là, ça pouvait partir sans précision logistique. Je reviendrai un petit peu après sur cette histoire de précision logistique. Oui, on reviendra. Et que du coup, voilà, ce qui a été transmis maintenant va avoir une réponse lundi prochain. Et la deuxième partie de la question, c'était sur, rappelle-moi. En fait, c'est ça, hein, tu as répondu, c'était sur l'influence de la crise sur les propositions. Enfin, tu as répondu. Enfin, est-ce que ça a accentué peut-être certaines propositions ou d'autres? Eh bien, j'ai envie de dire qu'il y a effectivement il y a peu de choses qui sont parties au final, puisque ça proposait un nouveau mode de société. Et que effectivement, dans la réflexion, ce qui a changé, c'est comment on pourrait, par l'angle du climat, générer de l'emploi, qui est donc quelque chose qu'on allait avoir besoin. Et que c'est ces mesures-là qui avaient été transmises en priorité. Et pour générer de l'emploi dans les secteurs un petit peu fléchés, pour le bâtiment, par exemple, la rénovation globale va permettre de générer beaucoup
beaucoup d'emplois et sauver tout ce qui est filière construction, qu'on sait que c'est un domaine qui est toujours touché par les crises financières et qui aussi permet de relancer. Donc ça, mais juste sous l'angle au final du travail, avec la crise financière mais pour ce qui est du mode opératoire et pour l'objectif du climat, il y avait peu de choses qui changeaient. J'ai quelque chose qui m'amuse particulièrement d'avoir entendu un économiste sur TF1, je crois, dire que les mesures qu'on a proposées étaient un état de confinement permanent. Et ça me fait bondir d'entendre ce genre de choses. On commence à avoir une carapace assez solide d'entendre ce genre de choses assez souvent, hein, de contradictions. Mais pour nous, je ne sais pas si parmi les personnes qui sont présentes ce soir, des personnes se sont intéressées aux propositions, aux textes eux-mêmes. On peut lire d'autres choses que les 110 km/h. Il y a beaucoup plus de choses. Pour moi, il y a 148 autres mesures qui sont toutes bonnes et qui proposent toutes quelque chose pour réduire les GES. Donc, Oui, on peut le résumer. Le Monde l'a fait dans le titre d'un article paru récemment en parlant de consensus ambitieux. Et je trouve que c'est un très bon titre qui résume bien, si je peux me permettre, l'ensemble des 150 ou 40. On n'aurait jamais pu penser associer les deux termes d'ailleurs, si Exactement. je peux me permettre. Consensus ambitieux, oui. En fait, il y a quelque chose d'assez incroyable d'avoir ces mesures et des votes qui dépassent les 90%. Moi, ça m'a sidéré tout au long du week-end de vote de rassembler énormément quand il n'y avait aucune pression ni de parti politique, on est tous égaux face au climat, quoi, et la même volonté avec la même information de départ, quoi. Donc ça, c'était quand même... c'était un moment très fort. On a eu une mesure qui est passée à 100% aussi. Je n'ai plus laquelle en particulier, mais une petite lycéenne de Picardie avait présenté cette mesure. Et on s'était toujours dit, c'était assez marrant parce qu'on s'était toujours dit qu'il y avait 2 personnes qui voteraient contre à tout au long de la convention, parce qu'on voyait toujours deux votes quand les votes étaient très très hauts, qui faisaient presque consensus. Et en fait, non, sur une mesure, il y a eu 100% une fois. Celle que j'ai défendue énormément, celle de lutte contre l'étalement urbain, par exemple, est passée à 98,6%, donc 2 personnes contre. Et que c'est un sujet qui, pour moi, comme je disais tout à l'heure, me touche particulièrement parce que, je trouve qu'on a un magnifique pays, de magnifiques paysages et que la voiture dessine ce paysage maintenant, depuis 50 ans. Et à un moment, il faut savoir dire stop et protéger un peu ce paysage. J'ai vécu à l'étranger, on voit la France comme un très beau pays et on a beaucoup de goût et j'arrive pas des fois en regardant des lotissements ou en regardant des nappes de parking me dire qu'on a cédé à ce genre de choses. Donc, on a fait... Vas-y, dis-moi. Non, justement, William, par rapport à la crise du Covid, et je te parlais de l'impact éventuel de la crise du Covid sur vos propositions, la question de la densité, qui est liée à la question de l'étalement urbain, elle a été quelque part remise un peu en question à travers la crise du Covid, où la densité, les métropoles, c'était, on l'a vu, un sujet de risque sanitaire, etc. Et puis finalement, le modèle assez décrié de la maison individuelle, finalement, a retrouvé quelque part des lettres de noblesse. Alors ça, moi, je veux bien réagir sur ça, parce que c'est un thème que les architectes et les urbanistes sont très touchés en fait, par ça. Et maintenant, ça va être à nous de proposer des habitats où en fait on se sent bien 365 jours par an et qu'il y a la possibilité d'y vivre même en cas de prolongation de confinement. Et je pense qu'il y a la possibilité par des thèmes qui sont assez chers, la vie de nature, le fait d'être toujours associé en contact avec la nature et même dans des logements collectifs, c'est une chose. Le périurbain, donc le modèle pavillonnaire qui reste le modèle le plus populaire, et qui, à juste titre, et je peux comprendre
que vivre 2 mois de confinement avec un jardin autour, c'est toujours mieux. Moi, j'ai 2 enfants, hein, j'ai bien vu que tous les jours, 1 heure d'activité quotidienne ne suffisait pas à leur permettre de se coucher tôt le soir. Mais en fait, le périurbain doit se réinventer aussi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se dire, oui, des maisons individuelles, ça paraît le modèle parce qu'on peut y accéder et faire tout avec la voiture. Il va falloir réinventer le modèle périurbain et si c'est quelque chose que les gens choisissent, il va falloir là aussi le densifier, je pense. De lui proposer des activités, des commerces, de rapprocher le travail. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est des questions aussi qui sont au cœur même de la ruralité et le fait que des petits villages sont devenus des villages dortoirs où on ne fait que dormir et puis on travaille à la ville. Je pense qu'il y a en plus le fait de vouloir un habitat dans lequel on se sent bien tout le temps, même en cas de crise. Il faut qu'on puisse re-questionner tous les modèles. Le logement collectif, c'est une chose. Donc nous, on vit en appartement, mais on a la vue sur la Loire. C'est un bâtiment des années 60. Hein, je l'ai pris pour sa qualité architecturale. Mais autrement, je comprends parfaitement qu'on puisse vouloir vivre dans une maison, mais c'est à nous de proposer des nouvelles choses. Voilà. Si des logements collectifs, il faut qu'il y ait des terrasses généreuses ouvertes sur des arbres. Il ne faut pas que ce soit du béton partout. Moi, je pensais aussi beaucoup à mes collègues de promo qui sont restés sur Paris. Et je me suis dit que oui, 2 mois de confinement dans un appartement parisien, ça ne devrait pas être très marrant. Maintenant, voilà, la problématique nantaise fait qu'on a de l'espace quand même. On peut absorber une certaine densité dans certains endroits, mais aussi, je pense que ce qui peut se passer, c'est d'arriver à réconcilier un peu grande ville et régions proches et d'instaurer un petit peu ce qu'on appellerait une alliance de territoire. Comment dire, la vitalité de la grande ville investie aussi dans ce qui se passe autour, tout en protégeant un petit peu ses terres et tout ça. Donc, voilà. Sur cette question d'étalement urbain, on peut peut-être rappeler ou annoncer que tu travailles sur un rendez-vous un peu de ce type avec Sylvain Grisot. Oui. Prochainement, peut-être vendredi prochain, hein, c'est ça? Qui lui, pour le coup, sera beaucoup plus public que ce soir. Hein. J'ai verrouillé ça à vous qui étiez venu ou alors qui connaissez quelqu'un qui était venu pour ne pas prendre la parole nationalement. Je l'ai un petit peu expliqué. C'était pas le but de parler à toute la France. Bon, on n'a pas encore eu de questions contextuelles, mais je pense que ça ne serait tardé si je lance le sujet. Mais autrement, non, ouais. Oui, Sylvain. Sylvain, je veux pas faire un peu de promo, mais du coup, son livre qui est tout le temps et qui nous a énormément aidé à la Convention citoyenne, son livre Manifeste pour un urbanisme circulaire et auquel on va discuter ensemble. Il avait commencé à faire la première édition au moment du début de la Convention citoyenne et moi ça a été un livre qui a beaucoup apporté et des arguments de défense contre l'étalement urbain et je trouvais ça assez chouette. Oui, il a été obligé de nous quitter. Il était là en début de réunion. Il a été obligé de nous quitter. On va passer à la suite. Enfin, parmi vos propositions, vous êtes également prononcé sur les suites à donner, hein, sur comment passer à l'acte quelque part. Et je vais donner la parole à Marie. Marie, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Vous aviez une question justement sur la suite à donner à ces propositions, et notamment sur le plan juridique et législatif. Oui, alors bonjour, je ne sais pas si c'est peut-être moins dans le domaine de l'urbanisme, mais c'était effectivement par rapport au référendum et à comment vous avez choisi de passer certaines mesures en référendum et si vous êtes plutôt personnellement contre ou pour, parce qu'il y a eu pas mal de critiques et aussi pas mal qu'elles soient positives ou négatives par rapport au choix du référendum. Et je voulais savoir en termes démocratiques, vous, ce que vous pensiez de ça. Alors, avant de voter, les 150 citoyens ont très bien compris que le référendum est un outil politique très puissant
qui peut aussi se retourner contre l'idée même de départ qu'elle voulait donner d'ouverture à tous. Et je pense que ce qui s'est passé, donc on a eu en fin de deuxième journée, je pense que l'organisation voulait aller très très vite et nous a proposé de nous prononcer sur des mesures à passer au référendum. Et il y a eu une situation de blocage parce qu'on ne pensait pas qu'on aurait voté une certaine partie d'une liste déjà établie de mesures et a priori, les citoyens n'avaient pas été au courant. Donc, sur les 150, il y avait une centaine de citoyens qui avaient choisi une liste de thèmes qu'on pourrait soumettre au référendum. Et ça a bloqué. Et donc, ce qui a bloqué dans le processus, ce qui n'était pas clair, a pris énormément de temps et les débats se sont rallongés d'1h30. On a décidé de reporter au lendemain le vote par thématique. Mais néanmoins, il nous a été posé la question si on voulait, dans un premier temps, amener des questions au référendum. Cette réponse-là a eu un écho positif. Okay. Je n'ai pas les chiffres exactement, parce qu'il y a beaucoup de chiffres ce week-end-là, mais je crois que ça passait entre 60 et 75 peut-être. Il faudra vérifier ça. Donc ça après. Une chose après, il y avait 3 thèmes qui ont été donnés pour essayer de voir ce qui aurait pu... Donc le thème de la Constitution, qui est un changement dans la Constitution, dans le préambule et dans l'article 1er. Je vous laisserai regarder en détail ce qui était cet élément, mais l'importance de ce référendum sur ce point-là, c'est que toute loi qui sera promulguée, en fait, devra passer finalement au Conseil constitutionnel et devra avoir ce volet de protection de l'environnement et de conscience du réchauffement climatique. Et pourrait être retoquée si jamais elle ne prend pas l'idée même de ces notions-là. Donc ça, c'est un référendum qui a trouvé un consensus et qui sera proposé aux Français de la part des citoyens de la Convention citoyenne. Ensuite, le lendemain, vote par thème. Les thèmes de la veille étaient quand même là à nouveau. Et moi, je les ai là sous les yeux. Voilà. Donc, des grands thèmes comme, je peux vous dire ça, des grands thèmes comme réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation, rendre obligatoire la rénovation énergétique, lutter contre l'artificialisation des sols, légiférer sur le crime d'écocide, mettre l'éthique au cœur de notre alimentation, transformer l'emploi et les modalités de travail, limiter les effets néfastes du transport aérien, modifier l'utilisation de la voiture individuelle, etc. etc. Une douzaine de thèmes là-dessus. Et en fait, moi, personnellement, je trouve que c'est super de pouvoir, du citoyen au citoyen, transmettre ces thèmes et de leur donner de leur donner une vraie occasion de débat qui sont au final, dans une question plus large, l'idée de la transition écologique. Et en fait, donc moi j'étais prêt à voter oui à tout. Et au fur et à mesure, en fait, les votes étaient à non, non, non. Tous les thèmes sont passés un à un, ont été refusés au vote. Enfin, à le mettre pour le soumettre au référendum, à l'exception d'un seul, légiférer contre le crime d'écocide, qui a une dimension effectivement qui nous a été présentée par un type, par un de nos concitoyens, Guy, admirable, et qui a défendu ça de main de maître. En fait, nous a expliqué que si on prenait en compte dans l'élaboration du climat les gaz à effet de serre, pourquoi on ne prendrait pas d'autres choses? Et donc la lutte de crimes contre l'environnement a pris sa place assez naturellement dans la Convention. Et donc cet élément-là est le seul qui est retenu et qui a été retenu à soumettre au référendum, et vous le verrez après, pour le coup est très important parce qu'il pour le coup a été accepté à une très très grande partie des personnes. La personne qui a présenté plusieurs fois au sein de la Convention avait toujours une standing ovation parce qu'on a toujours compris que la responsabilité n'était pas uniquement celle du citoyen, qu'on ne devait pas la placer uniquement sur le citoyen et qu'il fallait aussi se préserver de grands groupes qui, de manière en toute impunité, sacrifiaient un petit peu les terres et tout ça au profit de l'expansion économique. Donc là, pour le coup, ça a réuni beaucoup de monde. Mais dans l'outil même, j'aurais souhaité, sur les 12, qu'il y en ait au moins 6 qu'on puisse discuter de manière nationale sur la réno,
sur l'alimentation, sur des choses comme ça, mais les citoyens ont pris donc la décision de laisser aux parlementaires ces mesures complètement, donc par le système habituel. Et pour les autres, oui, c'est ça. Je lisais, un tiers des 150 propositions seront traduites juridiquement, hein, c'est-à-dire préparées pour faire un projet de proposition de loi. Oui. Ça représente un sacré travail quand même. Et ça, bon, j'espère que vous n'attendiez pas que les 150 citoyens vous fassent article X de la loi ou du code de l'urbanisme. Non, on a eu bien sûr un groupe, au même titre qu'on a eu un groupe d'appui, on a eu un comité légistique qui ont aidé à préparer la traduction. Oui, exactement. Avec des défauts quand même, parce que ça reste quand même des mots de citoyens au départ. Et quand ça devient des trucs, articles machin, des trucs, ça perd sa consistance symbolique. Mais c'est comme ça, il faut qu'on ait des réceptacles en fait, pour que la loi après puisse se greffer dessus, quoi. Et donc, c'est tout à fait normal d'avoir eu l'aide, et on a donné mandat à ce comité légistique qui a fait ça. Pour ma part, on aurait pu, avec le temps qu'on avait, on aurait pu aller plus loin sur certains sujets. Il y a des mesures qui ont été vite faites, d'autres qui ont pris beaucoup plus de temps. Et bon, c'est un travail un peu inégal pour moi personnellement, je pense. Mais autrement, à chaque fois que ça a été fait avec conscience, c'est toujours impeccable. Alors, sur cette question du référendum, Rome a une remarque et en même temps une question, hein, puisque ce référendum sur l'infraction pénale ne serait pas possible en application de la Constitution. Rome. Vous pouvez préciser votre remarque-question ? Oui, excusez-moi, j'étais en galère avec mon micro. Bonsoir. Pas de souci. Bonjour. Oui, c'est… Donc, ce que j'ai bien compris, hein, c'est que c'est la seule… le sujet de créer une infraction de crime environnemental, c'est la seule question qui a fait consensus pour être soumise au référendum. Alors, bon, je ne vais pas être technique. Moi, mon métier, je suis avocat. Hein, donc, voilà. Vous en saurez plus que moi, pour le coup. Voilà, j'en sais un petit peu plus. Je fais du droit de l'environnement. Bon, voilà, c'est mon créneau. Mais donc, déjà, en soi, c'est vrai qu'il n'existe pas de crime de droit de l'environnement. Il existe des délits, beaucoup, qui ne sont pas appliqués, mais il n'y a pas de crime. En soi, l'idée est intéressante et séduisante. Hein, je l'entends bien. Par contre, de soumettre la création d'une infraction pénale au référendum, je crois que ça, ce n'est pas possible par la Constitution, par la nature même de la question. Quelle va être la question? Voulez-vous qu'on crée un crime? Vous voyez la démarche. Et c'est dommage parce que c'est apparemment la seule question qui est envisagée d'être posée au référendum. Mais je crois qu'elle est, en gros, elle n'est pas posable. Vous voyez, par rapport à nos règles constitutionnelles. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que pour le coup, là, c'est la destination qui compte. Je veux dire, il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir punir ces crimes d'écocide. Et la question, elle ne sera pas posée telle qu'elle. Elle nécessite effectivement du travail, de reformulation et bien sûr d'application. Et ce débat-là porté, j'ai en tête par la juriste Valérie Cabanès et puis la deuxième personne qui Calmette peut-être, qui nous aideront aussi à pouvoir développer ça. Mais c'est vrai que j'ai lu un truc du Canard enchaîné, par exemple, où c'était un petit peu complexe de pouvoir appliquer ce genre de choses. Alors, l'appliquer… On a besoin d'aide. Il y a deux choses, en fait. De créer un crime, de créer une infraction, un crime, comment dire, ça pourrait se faire. Extrêmement compliqué à formuler. Bon, j'ai vu qu'il y avait une tentative, mais de prévoir que ce soit soumis au référendum, c'est une autre question encore, hein, que ce puisse être décidé par un oui pour un non, hein, parce que c'est ça un référendum, hein, ça peut être que ça. J'ai reposé la question des 110 km/h en référendum, ce serait beaucoup plus facile, vous voyez. En termes de création, en fait, c'est de la politique pénale. Et je ne vois pas de disposition de la Constitution qui permettrait de le poser. Et
autant voilà, le but, je le comprends, autant c'est presque dommage que ce soit la seule question qui est envisagée d'être mise au référendum, parce que je crains qu'elle ne puisse pas l'être, en fait. En vrai, sauf à modifier la Constitution. Oh, ça nous emmènerait dans les choses infernales. Donc, oui, sachant qu'il y a un référendum sur proposition de rajouter la Constitution, ces notions-là. Oui, est-ce qu'elles peuvent après aider, pour le coup? Là, ce serait une disposition sur le référendum. Ouais. En fait, c'est ces dispositions-là qui bloqueraient. C'est pas autre chose. Hein. On peut poser des questions aux Français sur des sujets, on va dire, précis, et pas si on ne peut pas soumettre au référendum. Voulez-vous qu'on lance, je veux dire un exemple qui pourrait parler à tout le monde, qu'on lance une attaque contre tel pays? C'est pas une question qu'on peut poser au référendum. Oui. C'est une histoire de domaine, de sujet. Je peux d'ailleurs vous lire ces éléments de la Constitution qu'on souhaite rajouter, parce que je pense aussi que c'est pas mal d'informer tout le monde. Alors, il faut juste que je retrouve ça. Donc, dans le préambule, on propose de rajouter la conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité. Ça, c'est de le mettre dans le préambule de la Constitution de 1946, c'est ça? Voilà. Sur les droits sociaux et politiques. Alors, défini par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution 46, ainsi qu'aux droits et aux devoirs définis par la Charte de l'environnement en 2004. Ouais. Et de rajouter à l'article 1er, qu'on connaît bien sûr, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, de rajouter à la fin de cet article 1er que la République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Donc, d'avoir ça dans notre Constitution permettrait, si vous me dites si je me trompe, d'avoir pour toutes les lois la possibilité pour le Conseil constitutionnel de mettre stop si elle enfreignait ces domaines-là de biodiversité, d'environnement et de dérèglement climatique. C'est totalement vrai, mais par contre, on ne peut pas considérer que ce ne soit pas déjà en grande partie même de la Constitution. Hein. Cette fameuse charte qui avait été votée du temps de Jacques Chirac, la charte de l'environnement qu'on dit adossée à la Constitution, hein, qui est citée dans le petit paragraphe que vous avez cité, et déjà ce qu'on appelle dans le socle de la Constitution, ce qui fait que donc par exemple, il y a le principe de précaution dedans, on en parle souvent, et dans cette charte, c'est parce que c'est dans cette charte que ça peut être évoqué déjà devant le Conseil constitutionnel. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien déjà dans la Constitution sur l'environnement. Il irait plus loin, éventuellement, mais je ne suis pas sûr qu'actuellement, s'il le voulait, le Conseil constitutionnel ne pourrait pas se saisir et censurer une loi pour ces motifs-là. Bien sûr, mais il le ferait beaucoup plus systématiquement s'il y avait ça dedans. C'est un geste fort, j'entends. La charte de l'environnement. Les juristes qui peuvent s'inviter aussi dans Marie, comme vous êtes juriste, vous pouvez aussi, alors c'est peut-être sans tomber dans le débat de spécialistes, mais vous aviez... Non, moi c'était pas le but, hein. Moi c'était pas du tout le sujet. C'était juste pour réagir par rapport à ce qui avait été dit, je vois pas trop le problème de soumettre un article qui serait introduit dans le code pénal en référendum. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Constitution qui l'interdit ou c'est que c'est pas marqué dans la Constitution? C'est pas marqué. Vous voulez dire ce que je vous ai lu n'est pas écrit pour l'instant. C'est quelque chose qu'on propose de rajouter. Mais dans la Constitution française, moi j'ai fait mon droit en Suisse, donc je connais plus le droit suisse. Et je sais que dans la Constitution suisse, il y a toute l'idée du référendum est très présente, mais je ne sais pas ce qu'il en est dans la Constitution française. Et c'est pour ça que je me demandais quelle est la barrière finalement à soumettre au référendum un article qui introduirait le crime d'écocide. Là, ça dépasse mon domaine de compétences personnelles. Par rapport à réagir à ce qui avait été dit, ça m'intéressait. Largement, William, est-ce que justement ces questions, on voit bien, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on voit bien que potentiellement, il peut y avoir des limites juridiques peut-être à chacune des 150 de vos propositions, en tout cas des limites. Est-ce que sur ces aspects-là, vous avez été conseillé, averti ce que nous dit Rome, par exemple, est-ce que vous l'avez entendu au sein de la Convention? On ne s'est pas mis ce frein-là, si vous voulez, du fait de se dire qu'on s'est dit quand même que dans la transcription légistique, il y aurait suffisamment de quoi pouvoir commencer le travail avec les parlementaires.
Quant à des éléments un petit peu concrets, comme faire baisser des TVA pour les billets de train ou les circuits courts, je pense que sur la base d'un petit texte, on peut aller assez rapidement. Il y a des choses effectivement qui vont nécessiter du travail, énormément de travail. Rien que pour le thème de l'artificialisation des sols, je ne pense pas qu'on pourrait soumettre dans 2 mois un référendum sans avoir un travail de fond avec les experts. Parce que même si je suis dedans et que j'ai été dans le groupe, je trouve que le texte, pour l'instant, a besoin d'un enrichissement et d'une maturité pour certains éléments. Mais des éléments dans différentes temporalités, pour le coup, peuvent avoir une réalité concrète assez rapide sur la base de ce qu'on a écrit et sur la base des transcriptions légistiques qui ont été données. Voilà. Alors, toujours dans la suite à donner à ces 150 propositions, ou 149, hein, bref, qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, là, je crois que lundi, l'ensemble des conventionnels, c'est terrible ce nom, mais bon. Les citoyens de la Convention, je préfère, vont être reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en attendez? Comment ça va se passer selon vous? Une énorme surprise que la réponse se fera en 1 semaine. Même si on sait que le président est au courant quand même du dossier, qu'il le suit avec une grande attention, on était un petit peu surpris. On s'attendait vraiment à une réponse un peu plus lointaine dans le temps. Et en fait, non, 1 semaine plus tard, les réponses. Alors moi, ce que je souhaite, c'est vraiment d'avoir des éléments concrets de direction de l'exécutif sur ce qu'on a travaillé et pas dire on étudiera ça encore un peu plus en détail. Non, vraiment des choses maintenant. Si c'est 1 semaine plus tard, on y va à manches retroussées et on nous dit ce qu'on va mettre en place tout de suite et qu'est-ce qui va nécessiter un peu plus de temps et qu'est-ce qu'on va mettre au référendum. Parce qu'il peut aussi prendre aussi je pense que c'est pas tout à fait exclu de le penser que le référendum multiple est pas hors touche pour l'instant. Quand j'appelle référendum multiple, c'est-à-dire qu'on vous fait déplacer 1 fois, le truc qui n'a jamais été fait pour l'instant, on vous fait déplacer 1 fois pour répondre à 6 référendums en même temps. Que Marie connaît bien si elle a fait ses études en Suisse, puisque c'est le système suisse. Oui, c'est vrai. On pourrait avoir un complément d'information sur ça. Et ce qui n'empêche pas sur la base de nos mesures, bien sûr. Mais ça, pour le coup, lui, il mettrait sa propre responsabilité dans ces référendums-là. Les citoyens de la Convention n'ont pas décidé d'eux-mêmes de mettre ça au devant de la scène. Après, pour ce qui est des référendums que nous, on a proposés, avoir aussi la réponse qu'il peut donner là-dessus. Voilà. Et puis le travail avec les parlementaires aussi, de commencer à l'engager, donc d'arriver à faire des passerelles entre les citoyens qui veulent défendre ces mesures-là et les politiques qui veulent aussi les défendre. Et dans ce cas-là, d'arriver à trouver des projets de loi assez forts, avec la force qu'on leur connaît dans les mesures de la Convention pour avoir une réalité concrète. Et à ce sujet-là, normalement, notre Assemblée est dissoute, puisqu'on a fait notre mission, on a rendu notre rapport. Néanmoins, on s'est quand même constitué association donc pour 120 d'entre nous, qu'on a appelé les 150. On espère pouvoir que les 30 derniers puissent rejoindre. Non, pas regretter du tout, c'est ouvert dans le temps, pas de souci, mais disons qu'on a tous exprimé cette volonté-là de ne pas laisser tomber le travail, pas forcément avoir on réinterviendra pas sur notre travail, c'est-à-dire on ne va pas remettre des mesures, on ne va pas refaire des choses, non, c'est maintenant en l'état, on le prend comme ça et on le défend. Voilà. Et cette défense-là, elle n'est pas uniquement à faire par les citoyens. Moi, j'ai beaucoup d'attentes de soutien politique sur ces éléments-là, beaucoup d'attentes de soutien de grandes entreprises qui auront décidé de franchir le pas de la transition et si parmi elles, les entreprises sont les plus polluantes, qu'elles peuvent rechanger leur secteur, c'est super. Et puis aussi les citoyens, en fait, nous tous, voisins, amis, proches, qu'on ait compris les tenants et les aboutissants que le dérèglement climatique est en train de prendre une proportion assez grande et que le climat va changer, mais qu'il faut que collectivement on prenne position et que d'un point de vue d'un pays, on aille tous dans la même direction. Voilà.
Alors, les 150, l'association, là, donc nouvellement créée, hein, dont tu es vice-président, on peut le dire, ça servira aussi, vous allez vous en servir aussi pour jouer les arbitres, en tout cas les garants de ce qui, de la suite. Enfin, j'imagine qu'à chaque fois, vous allez pouvoir donner votre avis et que l'avis de ce fait de ce contrat, enfin, Bien aura en sûr. tout Bah, cas une on souhaite, certaine on légitimité. souhaite, on souhaite donner à tous les citoyens qui le veulent la possibilité de faire partie d'un comité de suivi et d'être en relation directe avec, euh, avec les personnes qui mettront en application les mesures. Mhm. Et Alors, donc ça, c'est une chose. Et aussi, enfin, je suis pour le coup assez bien placé pour en parler, mais de façon nationale, c'est une chose. De façon locale, c'est une autre. Et à mon sens, les mesures de la Convention citoyenne, elles sont là pour un petit peu rayonner sur tous les territoires. Et le nôtre en particulier, il faut qu'on se saisisse des questions. Et même, enfin, moi, je le souhaiterais qu'on aille un peu plus loin. Maintenant, je sais que des territoires de grandes villes comme on a ici, en fait, l'argent national rayonne dans tous les territoires et donc au final, il reste très peu de choses et que c'est au territoire lui-même d'essayer de s'en sortir pour beaucoup de choses, mais pour des grands chantiers comme la rénovation globale ou tout ce qui est changement de mode de transport, il y a derrière le national qui aidera. Voilà. Peut-être juste un mot quand même pour dire que l'association des 150 est hébergée et soutenue par le CESE, enfin le Conseil Oui. économique, social et environnemental, qui joue un rôle, enfin qui a joué le jeu quand même dans cette histoire. C'est pas neutre, enfin on peut le rappeler peut-être. Oui, tu fais bien de le rappeler parce que nous, on a identifié le CESE vraiment comme la maison des citoyens. Cette troisième chambre qui donne toujours des conseils, mais qui n'a pas de poids de politique, enfin, poids sur les, comment dire, elle a comment dire, elle a un poids d'avis sur les Ouais, c'est lois, ça. voilà. Ouais. Mais elle ne pourra jamais mettre son opposition et elle a hébergé la Convention citoyenne, première du nom, en ses murs et avec, en espérant, j'espère que les résultats de la Convention citoyenne porteront leurs fruits. En toute honnêteté, je pense que le CESE est à même d'organiser même de nouvelles conventions citoyennes dans le futur. Et moi, je lui souhaiterais énormément que nous amènerait, d'un point de vue démocratique, à commencer à penser à une troisième chambre qui serait pas de la représentativité élue au suffrage universel, mais qui soit bien des gens tirés au sort, qui puissent citoyens de toute la France, pouvoir continuer à influer sur la politique nationale. Je trouve ça pas mal. Moi, je veux dire, tirer au sort, ça m'est tombé dessus. Et je souhaite à beaucoup de gens que ça tombe dessus aussi parce que c'est passionnant de pouvoir s'impliquer à ce point-là dans ça, mais on n'aura jamais comment dire, le poids actuel des citoyens. Il a été délibératif, mais il n'aura aucun poids, comment dire, on ne peut pas peser politiquement sur les mesures. Donc, on est tout à fait complémentaire du système actuel, mais je pense que le CESE a le moyen de se réformer, de transformer ça en troisième chambre. Il y a un chantier à part, mais un chantier vraiment intéressant à suivre. On va revenir sur les 150 propositions, et peut-être pour conclure, avec Gilles, peut-être une question, enfin, moi je la lis, une question qui me semble être une question piège, Gilles, quand même, vous êtes un peu taquin, mais ça va être la question qui va conclure ce rendez-vous, si ça ne vous dérange pas, parce qu'il est 8 heures. Gilles, à vous la parole. Oui, ma question, c'est vrai, est peut-être un peu taquine, mais bon, je la pose quand même, j'ose la poser. Pensez-vous, monsieur Aucan, que les 150 mesures que vous avez votées à cette convention citoyenne vont permettre d'atteindre les objectifs dont vous avez parlé au début, qui sont de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% et de faire en sorte que chaque habitant, chaque citoyen réduise sa quantité
de CO2 émises de 12 tonnes à 2 tonnes. Est-ce que vous êtes sûr d'atteindre ces objectifs-là? C'est un souhait profond, mais il indique quand même la nécessité d'un changement profond de mode de vie et de société. Non, je parle des mesures que vous avez choisies. Non, bien sûr. Les mesures qu'on a choisies, elles sont des… Est-ce que ce sont les bonnes? Est-ce que ce sont les meilleures, les plus pertinentes, celles qui vont permettre d'être les plus efficaces? Ce qu'on a proposé a une efficacité certaine. Elles baissent les GES dans les domaines dans lesquels elles touchent. Après, elles mettent sur la voie. C'est-à-dire que c'est le démarrage d'une société qui approche la question de la transition écologique. Donc, pour moi, pour arriver de 12 tonnes à 2 tonnes, il faudrait un changement de rupture beaucoup plus puissant que ce qu'on a proposé. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire d'en arriver là tout de suite. Il faut quand même arriver à changer un petit peu de point de vue, mais surtout de ne pas rentrer dans une situation de blocage. C'est-à-dire qu'on on pourrait complètement laisser faire le truc ou alors complètement verrouiller le truc. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il y a une question un petit peu de souplesse à avoir. Il y a une urgence d'agir. Ça, c'est évident. Que chaque jour, chaque mois, chaque année, on attend, ça se répercute. Seulement, il y a aussi la transition, l'éveil à la transition, il ne se fait pas de la même vitesse partout, pareil. Donc, tous, autant qu'on était ce soir, on a un degré différent, on est plus ou moins revendicatif d'un mode de vie ou d'un autre. Mais elles servent de prélude, en fait, ces mesures, et elles mettent la société française dans la bonne direction pour réduire ses gaz à effet de serre. Pour moi, ce qui était proposé répond à la demande, quand même. Merci, William. Ça me paraît très bien comme mot de la fin. Moi, je veux vous remercier aussi du coup, d'avoir trouvé un intérêt. Bon, c'est vrai que les questions étaient très générales et posez pas forcément les questions sur le contexte, mais c'est vrai que vous avez posé les questions que j'entends énormément partout et qu'on se pose tous. Moi, je pense que je serais extérieur à la Convention citoyenne, je me poserais ces mêmes questions-là. Là, par contre, où je suis agréablement surpris, c'est le soutien, parce que bien sûr, il y a des détracteurs, mais tout ce qui est dit est tellement gros en le voyant. C'est-à-dire qu'on a eu les contre-arguments en fait, déjà avant dans la Convention citoyenne. Et en fait, on est un petit peu… moi, personnellement, ça me passe dessus, là, les arguments très difficiles qu'on a envers nous. Mais simplement, c'est moi personnellement qui a vécu cette Convention citoyenne et qui a eu ce truc-là. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui entend « Ah oui, 110 km/h, non, ça ne va rien régler », la première personne qui va entendre dire ça, il va le prendre pour argent comptant et c'est ce qui va l'amener à le penser. Il y a un devoir, on a un devoir au moins une journée de se plonger la tête à ça, de faire une évaluation carbone. Moi, je l'ai précisé que c'était ça qui m'avait éveillé aux problématiques du climat, c'est d'avoir fait ma propre empreinte carbone. Et ça ne m'a pas lâché. C'est quelque chose que j'essaie de travailler. Et donc voilà, mais je pense qu'il faut en discuter ensemble. Moi, j'aurais souhaité que ça soit via un référendum, mais c'est peut-être pas encore mis au placard. J'ai beaucoup d'attentes lundi. Moi, j'espère que des décisions vont être prises assez rapidement. On ne soit pas à nouveau à attendre tout l'été pour savoir ce que vont devenir nos mesures. En fait, c'est assez insupportable parce qu'on a ébauché un modèle de société qui nous convient tous, qu'on est prêt à vivre et qu'on est prêt à partager. Voilà. Très bien. Merci à tous. Merci William. Merci et on essaie de se retrouver rapidement, j'espère. Ouais. On reste en contact. Oui, Jean-Philippe, tu nous as peut-être trouvé un moyen d'organiser un climapéro à Transfert. Oui, on va essayer de faire quelque chose sur le territoire nantais à Transfert, puisque c'est sous chapiteau et donc presque à l'air libre et on peut réunir du monde dans des conditions sanitaires correctes. Je voulais dire aussi là-dessus, c'est que le prochain rendez-vous, au final, pour moi, c'est de rencontrer la représentativité locale, à la fois municipale et régionale et départementale, pour
pour discuter du soutien qu'ils peuvent apporter à ça. Voilà. Je pense que c'est très important. C'est quelque chose que je me suis pas permis de faire jusqu'à maintenant. Et maintenant que les mesures sont faites, j'ai besoin de savoir si on a des soutiens politiques. Et on sera fixé dimanche. Voilà, oui. Voter dimanche, oui. C'est important. Très bien. Merci. À bientôt, la team Nantes. Au revoir. Au revoir.